Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, mardi 13 mai 2025, un moment où Bitcoin a fermement rebondi depuis le début du mois d'avril. Alors attention, les amis, même dans une phase de rebond, il y a toujours des corrections, toujours des séances de correction, voire même des semaines de correction. Je commence d'entrée de jeu par vous dire que les supports sont loin, les supports dynamiques sont loin, les supports chartistes sont loin, le marché peut avoir besoin de respirer. Je pense, dans ma petite tête, que l'ATH, le record historique du cours du BTC, 108 000 $, sera franchi d'ici le début du mois de juin. Nous sommes le 13 mai, le marché peut prendre son temps, peut d'abord avoir besoin de retester des supports qui sont un peu plus bas, je vais vous en parler, pour décharger le train, prendre de l'élan et finir. Allez, je me risque, avant le 15 juin, à dépasser son ATH. Bon, aujourd'hui, ça va être volatile. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous regardent ma vidéo, la volatilité est déjà tombée. Pourquoi? Parce que ce mardi 13 mai, c'est l'inflation US CPI. Alors oui, la diplomatie commerciale avance. La diplomatie commerciale entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, les États-Unis, l'Inde, la diplomatie géopolitique, ok, très bien, mais la Fed ne lâche rien. La Fed, à la différence des autres banques centrales occidentales, n'a pas réengagé la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux en pause depuis le mois de décembre dernier, et la Fed regarde l'inflation. Alors aujourd'hui, c'est l'inflation CPI. Il est possible que certaines entreprises aient déjà passé des petites hausses de prix. En fait, le consensus aujourd'hui, c'est une stabilité de l'inflation CPI. Si vous voulez, tous les indicateurs, je vais commencer par vous faire un petit topo sur l'inflation super rapide, hein, ne vous inquiétez pas, restez au bout. J'attaque direct la seconde partie sur Bitcoin. Parce que quand même, l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire quel sera le prix du haut de cycle. Hein, d'accord. Donc le haut de cycle, il n'est pas fait en mai. Hein, bon. Mais je vais vous donner plusieurs outils qui donnent une fourchette. Bon. Donc, attention, aujourd'hui, ça peut être volatile. Donc, pas de panique. Ok. On s'en fout. Même si ça drop avec l'inflation CPI, ça ne sera que du court terme. Bon. Les indicateurs d'inflation temps réel sont super au sud. Les indicateurs avancés, globalement, sont positifs, sauf ceux qui reposent sur des sondages, en particulier les consommateurs. Les consommateurs stressent parce qu'ils voient toutes les infos qui passent aux informations sur la guerre commerciale, les droits de douane, etc. Mais globalement, il n'y a pas d'indicateurs avancés qui disent qu'il y a une envolée de l'inflation. Alors tout de même, aujourd'hui, on va regarder la version mensuelle de l'inflation CPI. Bon, c'est important. Alors, je vous donne les différentes parties. Première partie, donc je vais commencer sur cette inflation aujourd'hui qui tombe le 13 mai. La plupart d'entre vous, vous allez avoir le chiffre quand vous allez regarder cette vidéo. C'est pas grave. C'est pas grave, ça peut quand même vous intéresser. C'est ce que je vais vous montrer. Deuxième partie, Bitcoin, le point technique court terme et surtout, quel sera le haut de cycle? Quel prix peut-on envisager pour la fin du cycle en cours? Le cycle qui est lié au halving du 20 avril 2024, un cycle qui n'est pas terminé comme nous avons toujours défendu dans la maison Cryptost, alors que 99% des analystes ont pensé qu'en février-mars c'était le début du bear market. Enfin, chacun pense ce qu'il veut, chacun avance ses arguments. Et en termes de timing, j'hésite entre deux timings, je vous redonne ça. Troisième partie, les alts, donc nous sommes dans... Alors, attention, saison des alts. Déjà, il faut arrêter avec cette expression. Il faut arrêter avec saison des alts. Ça a existé une seule fois, en 2021. Non, nous avons sur ce cycle des épisodes favorables aux alts. Il y en a eu, là c'est le troisième. Alors là ça retrace, parce que ça a déjà bien pumpé entre la semaine dernière et lundi. Et c'est pas grave. C'est le troisième, depuis le début du cycle. Depuis le début du cycle, il y a eu 3 épisodes. C'est le troisième, mais ça n'a rien à voir avec ce que fut l'envolée des alts du cycle précédent, notamment ce qui s'était passé en 2021. Je ne pense pas que nous revivrons ça. Ça restera des épisodes un peu isolés, où ça pumpe fort, mais il faut savoir prendre ses bénéfices. Parce que quand ça retrace fort, les alts, ça retrace. Ensuite, je vais vous parler du Dodge. Je pense que le Dodge peut aller chercher, peut remonter par étapes, doucement, en direction de son record historique. S&P 500, Bitcoin, ne craignez pas le sell in May and go away. Là aussi, je vais vous remontrer les statistiques. Il faut
il y a beaucoup d'imaginaire sur ce sell in May and go away. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que des statistiques. Et vous allez voir que c'est loin d'être catastrophique, surtout le mois de mai. ETH, il y a vraiment des signaux de force. Nous tenons les signaux de force relatifs vis-à-vis de Bitcoin. ETH, BTC a validé son bottom. Et donc, est-ce qu'on peut envisager une remontée progressive d'ETH vers son record historique, qui n'écarte pas bien sûr des séances de correction? Et enfin, BNB, Solana, XMR en bref technique. Et puis, vous allez voir, de toute façon, là, Bitcoin peut prendre un peu son temps. Je pense qu'il peut faire sauter son ATH d'ici le milieu du mois de juin. Et lorsqu'il fera sauter son ATH, il sera tout feu, tout flamme, vers de nouveaux records, au point où j'aurais envie de vous chanter une chanson. Pourquoi pas Capitaine Flamme? D'ailleurs, je vous donne un petit extrait et on attaque directement la partie du Cryptos Technical Briefing sur Bitcoin. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu l'as traversé, Capitaine Flamme. Allez les amigos, c'est parti. Vous avez vu, hein, j'ai un talent de chanteur hors pair. Alors, donc l'inflation CPI tombe aujourd'hui. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez déjà le chiffre, ça tombe à 14h30. Où en sommes-nous? Avant la publication du chiffre, nous sommes à 2,4 en version nominale, 2,8 en version sous-jacente. La Fed vise 2, même si ce n'est pas l'indice d'inflation qu'elle regarde avant, alors elle regarde surtout le PCE, mais quand même le CPI compte. Les indicateurs avancés nous disent que globalement, aujourd'hui, ça devrait être assez stable. L'inflation temps réel est complètement au sud. Vous n'avez actuellement aucune vague, aucune seconde vague d'inflation selon l'inflation temps réel. Ça reste tout en bas. Alors aujourd'hui, il faut se concentrer sur lorsque vous avez un chiffre d'inflation, vous avez le taux de croissance annuel et le taux de variation mensuel. C'est ce taux de variation mensuel qui va permettre de coller au plus près de la réalité. Le marché anticipe 0,3 pour le corps, 0,3 pour le nominal. Il ne faut pas dépasser ça. D'ailleurs, sur longue période, regardez le monde d'avant. Le monde d'avant ne dépassait jamais 0,3, le monde d'avant le Covid. Donc, il faut absolument aujourd'hui ne pas dépasser 0,3 en corps et en nominal mensuel. Au-dessus, le marché va retracer. Parce qu'on va s'inquiéter sur la vague d'inflation, etc. À un moment où il y a un décalage entre l'inflation temps réel qui est tout en bas et les anticipations d'inflation des consommateurs, c'est du n'importe quoi. C'est pire que la crise Covid. Les consommateurs sont abreuvés d'informations sur les tarifs douaniers et la guerre commerciale. Alors que l'inflation temps réel, elle est au sud. Donc il n'y a jamais eu une aussi grosse divergence entre les anticipations, le stress des consommateurs et l'inflation temps réel. Donc c'est pourquoi la réalité des chiffres permet d'en savoir plus, et c'est pourquoi ce chiffre, aujourd'hui, est vraiment important et va créer de la volatilité. Je vous rappelle que Jérôme Powell de la Fed n'a pas du tout l'intention de céder, et lorsque vous regardez les probabilités agrégées, donc celles de la haute finance et celles du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, pour envisager un réengagement de la baisse du taux d'intérêt de la Fed, c'est pas avant septembre. Bon. Mais Powell a bien indiqué qu'il attendait que la diplomatie commerciale aboutisse. Bon, là, vous avez vu que la Chine et les États-Unis sont partis pour 3 mois d'intenses négociations, avec des droits de douane ramenés à 30%. Voilà, donc il y a de toute façon cette phase d'incertitude. En tout cas, c'est le chiffre important. Alors, Bitcoin, quel sera le prix du haut de cycle? Déjà, tout d'abord, je commence par le court terme. Alors, vous regardez cette vidéo, l'inflation est tombée, donc il y aura de la vol. Mais attention, là, on a fait une remontada de psychopathes. Regardez les supports. Checkez-moi ces moyennes mobiles. C'est super loin. Le MA50 est super loin. Le MA50 est super loin. Vous ajoutez à court terme les enseignements du système Ishimoku en données journalières. Il faut laisser remonter la Tenkan, il faut laisser remonter la Kijun. Je veux dire, moi, je ne serais pas surpris qu'on fasse autour des 100K, on voit bien la vol que ça fait. Je ne serais pas surpris que ce soit volatile dans cet intervalle-là. Pas moi, 97, 105.
et d'ici la mi-juin, qu'on soit capable de casser la TH. Donc, voilà, là, il faut que le marché respire. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si ça doit retracer un peu, revenir tester les supports, vous avez depuis cette belle ligne de tendance, revenir la tester, c'est pas grave. C'est pas grave. Le marché peut prendre son temps en ce qui concerne le court terme. Pour le moyen long terme, il n'y a pas de sujet. Hein. Les dernières clôtures hebdomadaires sont super propres. Depuis le début du cycle, c'est toujours la même chose. Hein. Le même support de RSI, le même H-Ribbon Indicator, les mêmes moyennes mobiles qui relancent les supports, notamment cette super moyenne mobile à 50 semaines qui est ici en mauve, qui est d'une précision chirurgicale, comme dirait l'autre, ou encore cette ligne de tendance dont je vous ai énormément parlé en avril, en mettant en avant un scénario de pullback, qui a été chirurgical. Bon, il n'y a pas de sujet. Maintenant, le marché peut encore prendre son temps. Donc voilà, ne soyez pas inquiétés si là, entre maintenant et le 20-25 mai, c'est volatile par ici, d'accord? Alors, la question, quel sera le haut de cycle? Quel sera le prix final de haut de cycle? Déjà, en termes de timing. Alors, non, je commence par les prix. En termes de prix, tout d'abord, je commence par, moi, mon approche chartiste. Nous sommes sur de nouveaux records historiques, donc il n'y a pas d'historique passé. La seule façon de projeter les prix, c'est de faire des vagues d'Elliott et d'utiliser ce qu'on appelle l'outil ici, les extensions de Fibonacci, et de connaître les cibles théoriques des vagues, et notamment de la vague 5. La vague 5 peut être une projection de la vague 3, peut être une projection de la vague 1, ou peut-être une projection du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Projection, c'est pas du 1 pour 1, ça peut être un quotient. Ça peut être un coefficient inférieur à 1. Alors, je vous ai mis ici les deux plus communs, qui sont le 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, ou encore une fois la vague 3. Sachant que la vague 3 n'est jamais la plus courte, mais la 1 étant la plus courte, on est tranquille. Ça me donne un intervalle entre 128 000 et 145 000. Ça, ce sont les vagues d'Elliott. Si je vais au bout du bout, le grand max qu'on peut avoir pour une vague 5, c'est une fois le bas de la 1 au top de la 3. Ça donne au-dessus des 200. Bon, il ne faut peut-être pas non plus exagérer. Hein. D'accord? Donc moi, je vais rester. D'ailleurs, en fait, c'est ma fourchette dont je parle, je crois même depuis là, en fait. Hein, puisque je n'ai pas besoin de ça pour projeter ça. Pour projeter mon intervalle ici, je peux le faire depuis ce bottom-là. Hein. Donc en fait, c'est depuis l'été dernier. Donc je maintiens que d'ici la fin du cycle, on peut aller chercher entre 128 et 145 heures. Alors maintenant, on va regarder. Donc retenez ça, 128, 145 heures. Et encore une fois, je me contrefous de la volatilité de cette semaine, d'accord? Ensuite, vous avez le PI Cycle Top Indicator. Celui-là, il est pas mal. D'ailleurs, je l'ai mis sur TradingView. Ici, voilà. Voilà, tous les hauts de cycle ont été indiqués par lorsqu'on venait taper le prix du PI Cycle Top. Parfois, c'était juste intermédiaire. Là, on ne l'a pas encore tapé. Alors, où est-ce qu'il est? Le PI Cycle Top, c'est basé sur des projections. Voilà. Il est ici. Le PI Cycle Top, ce sont des projections de moyenne mobile. La ligne est verte. Dans tous les cycles précédents, on est au moins venu taper la verte et on a fait un excès légèrement au-dessus. Nous, on va être conservateur. Ça donne 158. Donc, le PI Cycle Top nous donne 158. Les vagues d'Elliott me donnent entre 128 et 145. Ok, on continue. Ensuite, le Rainbow Charts. Le Rainbow Charts. Alors lui, il fonctionne, vous voyez bien, hein, lui, les bandes, les signaux que donnent les bandes sont assez incroyables. Donc on a réintégré cette bande, la partie haute elle est à 125, et celle suivante, ça donnera du 170. Donc lui, il nous dit 125, 170. Intéressant on retrouve le 125, moi j'ai mon extension à 128. Bon, vous voyez bien, on commence à voir des fourchettes se dessiner. Ensuite, vous avez en analyse on-chain, ce qu'on appelle le terminal price. Tout ça, c'est basé sur l'analyse on-chain. Qu'est-ce que lui il nous donne? Lui, 214. Ok, très bien. Ensuite, vous avez
le Golden Ratio Multiplier, lui, il nous donne, donc on voit que sur les cycles précédents, le haut de cycle, on venait taper la ligne rouge, et on faisait un excès légèrement au-dessus. Lui, il nous donne, en ligne rouge, ah tiens, 158. Bah, c'est le terminal price en fait. Non, c'est pas le terminal price, c'est la même ligne que le Golden Multiplier, 158. Donc, nous avons ici, à travers tous ces outils liés qui analysent le cycle Bitcoin, grosso merdo, une fourchette. La fourchette la plus fréquente qu'on trouve, c'est entre 125 et 160. Et très rarement quelque chose au-dessus de 200. Bon, soyons conservateurs et disons que... Voilà, moi j'aime bien ma fourchette 125-145. Okay. Alors maintenant, quand est-ce qu'on tape ce haut de cycle? Alors quand est-ce qu'on tape ce haut de cycle? Il y a deux hypothèses. La première, on va au bout du cycle de 4 ans. Au bout du cycle de 4 ans. En bleu, c'est le cycle lié au halving de 2016. En jaune, c'est le cycle lié au halving de 2020. En noir, c'est nous. Notez d'ailleurs que la corrélation avec 2016 se poursuit. Si on va au bout du cycle de 4 ans, on a un top qui se fera en novembre. D'accord? Si on va au bout en octobre-novembre. Entre octobre et novembre. Ça, c'est le bout du cycle de 4 ans. Par contre, si nous continuons... Alors, bien sûr que la liquidité mondiale va continuer de se développer. Donc là, j'ai en orange l'addition de l'offre monétaire mondiale selon l'agrégat M2. Hein, donc je vous ai expliqué les comptes courants, les comptes épargne du monde entier. Avec une projection dans le temps de 80 jours qui semble parfaitement collée à l'évolution de BTC sur ce cycle. Hein, c'est ce qui est assez dingue, et même sur le cycle précédent. Alors bien sûr que cette courbe va continuer de se développer. Je ne sais pas si son sommet a été fait. Mais on voit bien qu'ici, un top important a été marqué, et ça donne 25 juillet. Ça donne 25 juillet. Donc, on a un intervalle de prix 125-160, et on a un intervalle temporel 25 juillet et fin octobre. Pour l'instant, nous avons ça. On refera le point en juillet. Et potentiellement, on peut dire que le cycle, par exemple, peut se terminer à 130K fin juillet. Ça tiendrait la route. Et on serait en accord avec toutes les métriques de répétition de cycle de liquidité. On le termine à 130 fin juillet, et boum, bear market. Why not? Mais on peut le terminer à 145 en octobre-novembre. Bon. Voilà, pour l'instant, nous avons ça. Alors d'ailleurs, ce graphique épuré permet de voir que là, on s'est fait une remontada quand même, sans pause, sans retracement, sans rien. Bon, je vous remonte le graphique daily. Hein. C'est jamais bon quand on n'attend pas les moyennes mobiles. Donc là, on va les attendre. C'est pas compliqué d'attendre. Ce sont nos amis, ces moyennes mobiles. À un moment ou à un autre, si c'est des vrais amis, tu les attends. Tu les laisses pas derrière à la traîne. Les moyennes mobiles exponentielles vont remonter très vite. Moi, je pense qu'il faut au moins laisser le MA50 remonter. Alors, ça peut être le prix qui redescend et elle remonte. Et tout le monde se rejoint par ici. Et puis ça repart. Bon, on verra bien. On verra bien. Alors, la saison des altes, épisode numéro 3. Là, vous avez... Notre cycle a commencé ici, en octobre 2022. Les gens rêvent, en fait. De toute l'histoire du BTC, bon, là, il n'y avait quasiment pas d'alt, hein, mais à un moment ou un autre, si on reprend l'histoire du BTC, quand il y avait vraiment un choix parmi les alts, un choix assez important, c'était le cycle précédent. Tout le monde a en tête ça, l'effondrement de la dominance du Bitcoin, où toutes les alts pumpaient et faisaient de nouveaux records. Franchement, je ne pense pas que cela aura lieu. Prenez notre cycle actuel, il y a eu 3 mini-saisons des alts. Il y a eu ici, en octobre 2023, début 2024, où la dominance était à plat. Il y a eu la mini-saison des alts de novembre dernier, ça a duré 3 semaines, et puis tout s'est écroulé. Et là, vous prenez la dernière bougie japonaise de la dominance du Bitcoin en weekly, ça semble être une bougie de fin de hausse, ça diverge. Bon, peut-être que ça peut revenir par ici. Mais franchement, un effondrement comme ça de la saison des alts, ça me paraît, de la dominance du Bitcoin, ça me paraît impossible tant que la Fed ne pivote pas. Donc, il faut vraiment rester serein.
Après, il y a quand même beaucoup de signaux favorables aux alts. Donc, cette bougie sur la dominance du Bitcoin, c'est favorable. Le ratio altcoin-Bitcoin, donc là, c'est le ratio altcoin-Bitcoin. C'est-à-dire que toutes les alts au-delà du top 10 sur Bitcoin, avec cette ligne de tendance, et la divergence, mais je pense pas, je vois pas un truc comme ça. Ça, c'est ce que tout le monde rêve de ça. Mais alors, prenez notre cycle, on les voit bien ici, les deux saisons des alts. Il y a eu celle-là et celle-là. 7 saisons des alts et 7 saisons des alts. On voit bien qu'elles sont très courtes et qu'à chaque fois, ça retombe. Là, avec cette div, je me dis qu'on pourra avoir à nouveau un petit truc comme ça, quoi. Bon, en tout cas, il ne faut pas casser cette ligne de tendance parce que faut pas casser ce point-là, parce que là, du coup, c'est l'effondrement des alts. Alors, l'analyse technique de Total 3, donc la market cap totale moins Bitcoin moins Ethereum, donne des signaux de retournement progressif intéressants. Donc, notez que le pump, la mini-saison des alts de novembre dernier, on avait eu un joli rebond de Total 3 sur le Kumo du système Ichimoku. Là, on a eu un renversement, on a dépassé le Kumo, la lagging span s'est libérée, on attend les supports, mais je pense que petit à petit, même si là, ça marque un peu une pause, petit à petit, on peut revenir par ici, sur Total 3. Alors là, vous avez la Alt Season Index, on est toujours en zone basse. Là, vous avez un certain nombre d'exemples. Là, vous aviez octobre 2023, début 2024, on était parti de la zone basse pour taper la zone extrême. Donc ça, c'était la saison des alts. Encore une saison des alts. Et on est revenu au point de départ, mais on voit que ça a quand même du mal à se lancer. Ça a quand même du mal à se lancer. Et si on compare avec novembre dernier, bon, on voit qu'on avait eu une tentative, un retour, et c'était parti. Là, on en sera sorti, on reteste. Bon, c'est pas encore exceptionnel. Et c'est pas encore exceptionnel. Alors, je continue. Sur les alts, je voulais vous dire. Alors, je parle du Dodge. Je pense que. Je suis en quoi là ? Je pense que le Dodge, on voit bien comment il se comporte sur ce cycle. Là, vous avez les bougies hebdo et là, les bougies daily. On a une vague 1, une 2. Là, vous avez votre 3, votre 4. On voit bien impulsion, méga retracement. D'ailleurs, il fait comme ça depuis même le tout début du cycle. Impulsion, on retrace 70%. Impulsion, on retrace 70%. Impulsion, on retrace 70%. Et là, on serait parti pour une nouvelle impulsion. Une cinquième vague, je me dis que je ne serais pas surpris qu'on soit capable d'aller retaper 0,57 d'ici la fin du cycle. Alors, en daily, ça se met en place. On a une pattern ici de renversement. Le nouveau support à tenir, c'est 0,20. Pourquoi pas envisager quelque chose de caca nerveux par ici, vous voyez ? Ici, on fait un truc, et lorsqu'on fera sauter cette trendline, lorsqu'on fera ressauter la SMA 200, repartir à 0,30, et là, hop, on est libéré, on passe. Bon. En tout cas, je pense que là, ça peut temporiser un petit peu, parce qu'on vient quand même de passer de 0,13 à 0,25, donc le truc a fait x2. Hein. Oui, je sais, mais peu importe, le marché résonne et retrace par rapport à son historique récent. Et il a fait x2. Donc, c'est logique de temporiser un petit peu. Mais j'aime bien sa structure, qui n'a rien à voir avec les cycles précédents. Là, c'était une méga explosion. Non, là, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, on voit bien. Notre cycle actuel est beaucoup plus dur que le cycle précédent. Alors, faut-il craindre le sell in May and go away? Alors déjà, le S&P 500, c'est quand même extrêmement bien repris. D'un point de vue technique, ça, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, hein, notamment cette belle reprise ici en hebdo, le point commun avec la crise Covid, voilà, impeccable. Là, on essaie de redépasser la SMA 200, les 5900. Hein. Sell in May and go away, vous savez, il faut arrêter avec ça. Déjà, pour Bitcoin, le mois de mai, en termes de performance depuis 2009, est le 4e meilleur mois, après octobre, novembre et avril. D'accord ? Déjà, première chose. Ensuite, lorsque vous prenez le S&P 500, vous prenez tous les mois de mai depuis 1960, il y a énormément de mois de mai positifs. Et par exemple, entre 2013 et 2018, il n'y a eu que des mois de mai positifs.
En fait, qu'est-ce que c'est le sell in May and go away? Ça dit simplement statistiquement que la période qui va d'octobre à avril est plus performante que celle qui va de mai à septembre. Mais la période qui va de mai à septembre peut être positive. D'ailleurs, elle a une performance moyenne positive de 2%, celle d'avant 6%, mais ça reste positif. Donc voilà, se cacher derrière le sell in May and go away pour croire qu'il n'y a aucune chance qu'on aille taper un haut de cycle n'est en fait statistiquement pas un argument, puisque la période peut être positive quoi qu'il arrive. Le sell in May and go away ne dit pas que tous les mois de mai sont catastrophiques et que tout s'effondre jusqu'à octobre prochain. Ça n'a jamais dit ça. Alors, ETH, je pense toujours. Déjà, ce qui est bien pour ETH, ce qui est bien, c'est d'avoir tenu l'ancien record historique de l'ancien cycle. Potentiellement, on est reparti pour une vague 5. Je pense, donc là, on a une 1, une 2, une grande 3, une 4 qui a retracé très profondément, qui a overlappé un peu le sommet de la 1, mais c'est possible. Pour moi, le fait d'avoir repris les 2130$ nous remet en configuration bullish. Je suis bullish désormais au-dessus des 2130$. Je pense qu'on peut aller mettre une 5e vague de hausse qui peut aller au moins chercher le record. C'est les 5000, on ne va pas être plus gourmand pour le moment. Et donc je suis bullish au-dessus des 2100$. Et j'aime, voilà. Regardez le ratio ETH-BTC. Alors ici, on est revenu chercher le point de départ du cycle de surperformance précédent qui remonte à 2019. À l'époque, on avait dû faire un double bottom. Regardez, un creux, deux creux, ça part, ligne de coup, boum, ça part. Est-ce que là, on a besoin de faire un double bottom avant de partir? Aucune idée. Peut-être, peu importe. En tout cas, cette bougie-là est une bougie de fin de cycle baissier. C'est une bougie de renversement. C'est l'équivalent de ça, mais là, c'était décomposé en 3 bougies. À l'époque, on a eu besoin de faire une pattern, un double bottom. Mais dans tous les cas, cette zone-là est une grosse zone d'entrée. Et ça, je pense que sur les prochains mois, ETH fera mieux que BTC. C'est la fin de, ici, quasiment 4 ans de sous-performance d'ETH vis-à-vis de BTC. Je parle de weekly, pas d'une séance particulière, pas de 2-3 séances consécutives, je m'en fous. Je parle vraiment de l'aspect... voilà. Alors, le BNB, lui, par rapport aux alts, justement, le BNB, le jour où le BNB fait sauter son ATH, alors lui, on a l'impression vraiment que c'est starting block, quoi. C'est le mec, il est sur la piste d'athlétisme depuis des mois, il attend et ça passe pas. Mais regardez ce qui se passe quand BNB passe. Quand BNB passe, voilà ce qui se passe. Ça, le jour où ça arrive, c'est vraiment qu'on part en saison des alts. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, ça peut encore temporiser par là, et puis bon, il faut attendre le breakout. Et enfin, XMR, j'ai un seul graphique à vous montrer sur XMR, la market cap. La market cap d'XMR, on est quasiment à l'ATH. Notez la comparaison des deux cycles précédents. Le cycle de 2016, le cycle de 2020 n'a pas permis le dépassement. Regardez, vous voyez ici? Donc attention, je pense que la market cap peut aller chercher les 6 milliards, mais là, il faudra se poser des questions. Par contre, si on break ça, si on break les 6 milliards, si on break à la hausse les 6 milliards de market cap, ça part pour de nouveaux records. Donc ça, c'est à suivre. Voilà, chers amis, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et bonne semaine.